m'appelle Corentin, j'ai 54 ans. La ferme familiale, je l'ai reprise en 2025. Ça fait 25 ans. Et il s'est passé pas mal de choses. Alors aujourd'hui, j'attends Jules. C'est un jeune agriculteur qui cherche à s'installer ici, dans la Brenne. Peut-être un futur associé. Et je vais lui raconter mon histoire. After 2050, le podcast. Saison 1, épisode 1. La ferme des Robins, un nouvel associé. Bonjour à tous, nous sommes le 15 avril 2050, il est 9h, bienvenue dans votre journal. Avant de passer à l'actu du jour, un mot de la météo. Au programme aujourd'hui, un grand soleil et des maximales comprises entre 25 et 30 degrés. Vous êtes arrivé à destination, la ferme des Robins. Bonjour Corentin. Ah salut Jules. Bienvenue à la ferme. Vas-y, entre parce que là je termine avec la veto. Ah bah écoute, merci de me recevoir. Bonjour. Bonjour. Alors, tiens, je te présente Jules. On s'est rencontrés au speed meeting à la chambre d'agriculture à Châteauroux il y a 15 jours. Ouais. Tu sais, ces réunions où on peut discuter avec des candidats, que ce soit des repreneurs, des associés ou même des salariés. Et même des vétos. Ah bah oui, mais je suis bête. On s'est connus comme ça quand on a recruté un veto pour notre groupement d'employeurs. Ouais, parce que veto en libéral, c'est juste plus possible maintenant chez nous. Et donc voilà, en fait, Jules cherche à s'installer en agriculture et nous, on cherche un nouvel associé pour se diversifier. Exactement. Mais moi j'ai ma licence pro en agriculture avec un BTS Axe. Axe, rappelle-moi. Alors, c'est analyse, conduite et stratégie de l'entreprise. Je cherche à m'installer pour faire de la transformation à la ferme. En gros, je réfléchis à un atelier de boulangerie ou peut-être pastier ou semoulier, quelque chose en rapport avec la farine en tout cas. Moi, je veux m'installer en collectif, je me suis déjà pas mal renseigné. J'ai testé 2-3 choses, le maraîchage dans une pépinière. Ça m'a intéressé, mais c'est pas vraiment ce qui me plaît. Ouais. J'ai aussi testé un petit peu des ateliers volailles, mais c'était pas encore ça. Et puis récemment, pendant un stage de licence pro, je suis allé chez un paysan boulanger qui produisait sa farine et qui l'a transformée en pain, à moitié en vente locale et à moitié sur des filières un peu plus longues. Tu ferais des circuits courts, de la vente directe ? Je sais pas, j'ai pas encore d'idée précise. Bon, en tout cas, ça m'a vraiment intéressé, à la fois de travailler sur la qualité des blés qui étaient mélangés avec du seigle, de l'épeautre, pour faire le pain, quoi. Et puis la fabrication du pain en tant que tel, forcément. Mais tu m'avais dit que ce serait pas forcément à plein temps au démarrage. Oui, pendant quelques années. Du coup, j'aurai du temps pour aider sur les autres ateliers. Pour les animaux, moi je peux te donner un coup de main, ça me pose pas de problème, au contraire. Ah, des jeunes qui veulent se lancer dans l'élevage, c'est rare de nos jours. Bon, Bon allez, je vous laisse, à la prochaine. Ciao. au revoir. Dis, tu veux un café ? Parce qu'il est encore chaud là. Ah bah avec plaisir, oui, merci. Bon, alors... nous, ce qu'on cherche, c'est une nouvelle diversification vers l'aval. Donc, ton projet correspond bien. Je t'explique ce qu'on fait, comment on fonctionne. Eh ben ouais, grave. En plus, je suis vraiment curieux de savoir comment ça s'est passé pour vous, comment vous avez fait vos choix, tout ça. Très bien. Je vais te raconter un peu notre historique. Je vais commencer par te faire un portrait général de la ferme. Comme je te l'avais expliqué à Châteauroux, nous sommes ici dans la Brenne, dans l'Indre, pas très loin de ta région d'origine d'ailleurs. Et la ferme, elle fait 160 hectares. Quand je me suis installé, j'avais 26 ans. C'était en 2022. J'avais fait une école d'agronomie et au départ, j'étais parti pour bosser dans l'agroalimentaire. Mais finalement, j'ai décidé de venir m'installer sur la ferme familiale, notamment suite à la crise Covid. Ah, mais c'est cette pandémie qui a été le déclic, c'est ça ? Bah oui, parce qu'à l'époque, je me suis dit, un retour à la terre, pourquoi pas ? Donc, je me suis installé avec mon père, Nicolas, qui lui-même avait repris la ferme de ses parents. Il lui restait quelques années avant la retraite, et cette ferme familiale est héritière d'une grande tradition de polyculture et élevage. Voilà. De toute façon, toutes les fermes pratiquaient ce modèle dans les années 80. Donc, chez nous, c'était un troupeau bovin viande, des charolaises, sur un système fourragé reposant sur des prairies permanentes et des prairies temporaires. D'accord. Et donc la taille de la ferme, elle a évolué avec le temps ?
La structure n'a pas beaucoup changé depuis des années. Du temps de mon père, elle faisait 125 hectares. Et on a repris 35 hectares depuis, petit à petit, au fur et à mesure des départs en retraite des voisins. Donc on a 2 tiers de terres arables et 1 tiers de prairies permanentes, soit 50 hectares au total. Et puis on a aussi des étangs, 3 petits étangs. 3 étangs. Ça c'est typique de la Brenne. Et puis depuis toujours, même quand j'étais gamin, on a toujours fait de la céréale, et puis un peu d'huile aussi. C'est un système polyculture élevage, avec 30 vaches charolaises, 20 jerseyaises et 100 brebis viande. Tout ça c'est vendu à la coopérative. On garde une partie des céréales en autoconsommation et on fait nos propres aliments pour nourrir les bêtes. Et quand tu t'es installé en 2022, c'est ça ? Mm-hmm. Comment ça s'est passé exactement ? Alors, en 2022, moi j'avais 26 ans. Donc après mon école d'agro, j'ai travaillé 2 ans dans une entreprise agroalimentaire. C'était juste après la crise Covid, qui d'ailleurs nous a pas mal secoué. Et puis j'en ai eu marre de travailler en entreprise. Alors je suis revenu à la ferme. Parce que la vie au grand air, c'est quand même plus sympa. C'était pas forcément une vocation première. Et puis c'était une ferme assez traditionnelle, familiale. Mais mon père voulait arrêter. Il y avait plus d'ouvriers, les affaires marchaient mal. Il cherchait un successeur, mais sans en trouver. Et moi, voir la ferme familiale disparaître, je trouvais ça vraiment dommage. Donc voilà, c'est un peu toutes ces motivations à la fois qui m'ont décidé. D'accord. Donc après ton installation, les choses elles ont évolué comment ? Bon alors la guerre en Ukraine a commencé, mais pile au moment où je me suis installé. Puis après il y a eu la crise de 2024, alors là c'était la catastrophe. Les prix des engrais, des aliments et de l'énergie ont explosé, et la concurrence étrangère nous a achevés. Là c'était impossible de tenir le coup. La ferme a failli y passer. Les affaires n'ont pas arrêté de se dégrader. Donc là on a pris une décision radicale. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a choisi de diviser par 2 le cheptel de vaches allaitantes et de se lancer dans les céréales et le tournesol à la place du maïs et du raie gras. Alors ça rapportait pas beaucoup plus, mais au moins ça demandait moins de travail. Donc on a vendu des bêtes, petit à petit, on a décapitalisé et le troupeau s'est retrouvé réduit de moitié. La situation s'est améliorée, mais on n'avait plus les moyens de garder un salarié. Et comme mon père voulait arrêter, tout allait reposer sur moi. Mais alors les prairies permanentes, vous les avez réduites ? Ah non, pas du tout. Il n'était pas question de réduire leur surface. Réglementairement, c'est très encadré. Et financièrement, on avait des aides au maintien des prairies. Donc non. Donc on change de stratégie fourragère, on va mettre les vaches au pâturage un peu plus souvent, on valorise au mieux les prairies permanentes, on réduit le chargement à l'hectare et on libère des terres arables occupées par le maïs en silage pour faire plus de céréales. Et c'est à ce moment-là que vous avez commencé à transformer le système. Exactement. Ok. Donc là, on a commencé à introduire de la luzerne en tête de rotation, à réduire le travail du sol, à diminuer au maximum les charges en engrais, en carburant, en aliments. Et finalement, on a tenu. Mais ce qui nous a vraiment remis à flot, c'est le passage en bio, un peu plus tard, quoi. Il faut savoir que moi, au départ, j'étais pas du tout écolo. En fait, je voyais pas comment on pouvait se passer complètement des pesticides. C'est pas que ça me plaisait de traiter, mais à l'époque, on nous disait encore que ça pouvait pas marcher sans, et que c'est pas en supprimant les pesticides qu'on nourrirait la planète. Donc les réduire, oui, ça si c'était possible, et que ça baissait pas le rendement, mais sans passer complètement, non. Je peux te demander comment vous êtes organisé aujourd'hui sur la ferme ? Bien sûr. Alors, la ferme, elle fonctionne avec 3 associés qui sont responsables chacun d'un atelier. Donc au départ, j'étais seul avec mon père. Ensuite, Lina est arrivée en 2029. Et puis ma sœur Manon s'est installée à son tour en 2033, juste après le départ de mon père à la retraite en 2032. D'ailleurs, elles te le raconteront, elles vont passer dans la matinée. Et voilà, 3 associés et on se répartit le travail. Ok. Toi, ton rôle, c'est quoi ? Alors moi, je suis responsable de tout l'atelier animal. Après l'arrivée de Lina, j'ai pu me concentrer sur ce que j'aimais depuis le début, c'est-à-dire gérer le troupeau. On a des vaches à viande charolaises, ça c'est l'héritage de la génération précédente. Mon père a toujours eu des charolaises. Et quand je suis arrivé, on a commencé à diminuer le troupeau. Et une fois soulagé de la partie grande culture, j'ai pu m'attaquer à la diversification du troupeau. C'est-à-dire ? C'est-à-dire passer de bovin viande vers des races qui pouvaient faire lait et viande. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des jerseyaises ou des brunes des Alpes. Tu les verras tout à l'heure sur la ferme.
Et donc on a commencé à remplacer les charolaises par des jersiaises qui sont des races laitières mais qui ont aussi une bonne qualité bouchère. Ça c'était aussi pour diversifier et on a voulu refaire de la production laitière dans le département et il n'y en avait plus. Et puis plus tard encore, on a aussi rajouté des brebis viandes parce qu'on avait besoin de petits ruminants tout simplement. La ferme est totalement autonome, donc on produit la totalité des aliments pour les animaux, les fourrages, les concentrés. On a des prairies permanentes, des cultures fourragères, des céréales. Ça n'a pas toujours été simple. D'ailleurs, je te raconterai comment on a fait pour passer les crises climatiques, notamment 2039-2042. Ah bah tiens, justement, j'ai une alerte sur une vache là. Bon, j'irai voir ça tout à l'heure, hein. C'est une alerte niveau 1, c'est pas non plus comme si c'était une alerte canicule. À propos de canicule, tu sais que maintenant c'est indispensable de rentrer les vaches au moins une partie l'été, pratiquement tous les ans. Chez nous, il y a toujours eu des arbres dans les prairies. Et puis on en a aussi beaucoup ajouté. Et Lina, elle t'en parlera de ce qu'elle fait en matière d'agroforesterie sur les cultures. Parce que l'ombrage apporté par les arbres est utile, mais ça suffit pas toujours. Dehors, il fait trop chaud. Et ça, les vaches, elles le supportent mal. Du coup, on les sort un peu plus tôt au printemps, on les rentre en été si besoin, et on les ressort une fois passée la canicule. Et puis on les rentre à nouveau en hiver, évidemment, mais plus tard qu'autrefois. Ça veut dire qu'il faut les nourrir, donc disposer d'un stock de fourrage pour l'été et d'eau pour l'abreuvement. Donc en tout, elles restent au pré combien de temps ? Alors, les brunes des Alpes, elles restent dehors en permanence. Les jersiaises, elles rentrent tous les jours pour la traite. Bah d'ailleurs, on ira voir la stabulation tout à l'heure. Ah bah tiens, voilà Lina. Lina, je te présente Jules, notre possible futur associé. Ah ben bonjour Jules. Bonjour, enchanté. On a beaucoup entendu parler de toi. Et oui, Corentin, il m'expliquait justement comment il s'est installé là. Alors il m'a dit que vous étiez associé. Ouais. Bah du coup, je te pose la question, hein, comment t'es arrivé ici, toi ? Enfin, surtout comment t'as fait ton choix à l'époque, parce que c'était une période assez difficile, les années 2020. Ouais. Bah moi c'est simple, en fait je me suis installée en 2029, après avoir travaillé quelques années en chambre d'agriculture. Mais bon, l'ambiance me convenait pas du tout, quoi. Surtout avec les orientations politiques anti-écolo du président de la chambre de l'époque. C'était un syndicat qui a disparu depuis. Alors pourtant, j'adore l'agriculture, hein, mais là, c'était juste pas possible, quoi. Donc voilà, hasard des rencontres, parce que ça n'existait pas, hein, ces rencontres organisées par la chambre d'agriculture. C'est là où tu as rencontré Corentin, je crois. Ouais. Et voilà, et puis Corentin, il était là, il cherchait quelqu'un pour s'occuper des cultures. Et son père était encore à la ferme, et il est parti à la retraite vers 2032, je crois. C'est ça, 2032. Et moi, c'était l'agronomie et la bio qui m'intéressaient. Sur l'élevage, c'était pas trop compliqué de passer en bio. On était sur des systèmes qui étaient déjà pas mal herbagés. Mais sur les cultures, on partait de plus loin quand même, hein. C'était plus difficile. Mais bon, le challenge technique était super intéressant, donc... Je comprends. Alors tu t'occupes de quoi exactement sur la ferme ? Alors moi, je suis en charge du système de culture. Les cultures sont en bio depuis mon arrivée, hein. C'était mon objectif principal. Mais c'est moi qui pilote les rotations. C'est un système très classique pour aujourd'hui, hein. En 2050, on a des rotations longues de 6 à 8 ans. Mais je suis toujours en train d'ajuster les variétés, les associations, les semis, et puis chaque année à ses propres contraintes climatiques. Alors comment ça se passe concrètement ? Les cultures, elles sont fertilisées avec du fumier, du digesta et des engrais verts. Bon, parfois on ajoute aussi du BRF, hein, sur des petites surfaces, parce qu'on a plein de bois donc sur la ferme. Et puis je m'occupe aussi des infrastructures agroécologiques. Il y en avait déjà beaucoup, hein, d'arbres sur la ferme. On est sur un espace plutôt bien arboré. On a des étangs, de la forêt pas loin, donc question biodiversité, c'est riche, quoi. Mais on avait des grandes parcelles. Alors on les a fractionnées en aménageant des bandes enherbées. Et puis on a mis des espèces mellifères aussi. Donc beaucoup de choses qui ont aidé pour passer en bio. Alors votre système de culture, il a évolué comment ? Avant, sur les 80 hectares de terres arables, on avait 50 hectares de prairies temporaires, 10 hectares de blé et autant en orge. Et 5 hectares de colza aussi. Donc en gros, on avait une rotation avec 2 années de prairies, puis une céréale, une deuxième céréale et du colza. Et aujourd'hui ?
Maintenant, on a systématiquement en rotation 3 ans de luzerne, une céréale, un tournesol ou un colza, mais c'est plus rare, un blé, une lentille ou un légume de plein champ, une orge ou bien une culture de diversification comme l'avoine ou le seigle. Et on a systématiquement des couverts entre chaque culture, donc des rotations sur 8 ans. Le colza, il a été remplacé par le tournesol, parce qu'on en fait maintenant une année sur 8, pas plus. Ah, pourquoi vous avez choisi de faire comme ça ? En fait, avant le passage en bio, on avait des impasses agronomiques. Le sol était contaminé par la sclérotinia, donc c'est sensible, surtout chez nous, dans les sols humides. Et les fongicides finissaient par plus trop avoir d'effet, donc le tournesol est mieux adapté aux conditions climatiques. Et le régras a été remplacé par de la luzerne avec 3 années successives en tête de rotation. Et on a supprimé complètement les achats de tourteaux de soja. Parce qu'avant, on achetait pas mal de concentré pour les vaches. Et ça, c'était un gros point de fragilité financière. On avait commencé à réduire quand on est passé sur des systèmes plus herbagés. Et maintenant, on produit tous les aliments pour le bétail. Si je comprends bien, le système, il était déjà en transition quand tu es arrivé. Ah oui, à mon arrivée, on avait déjà des bases agronomiques saines. Corentin, toi, t'avais revu les rotations. Oui, complètement, oui. Et puis avec la luzerne en tête de culture et les économies d'intrants, on n'était pas très loin de pouvoir passer en bio, en fait. Fallait juste passer le pas, et c'était surtout psychologique, je crois. Et la bio en 2029, ça restait encore une minorité d'agriculteurs et pas toujours bien vu des collègues. Et puis la bio, c'est plus compliqué à piloter, faut aimer les challenges, quoi. Ouais. Mais Lina, c'est notre écolo. Mais pas tant que ça, au début. En tous les cas, c'était pas revendiqué. En fait, il y a eu des cas de cancer dans ma famille. Ma tante, elle est persuadée que ce sont les pesticides qui ont tué mon oncle, et il est mort d'un lymphome. Et en tirant sur la pelote au-delà des pesticides, c'est tout le système que je trouvais à revoir. Avec Corentin, en fait, on s'est vite trouvé d'accord sur le passage au bio. Ouais. Pour lui, tu y voyais plus une opportunité économique. Mais t'étais quand même motivé par l'idée de sortir des pesticides déjà. Bah oui, complètement. Et puis, c'est vrai que qu'est-ce qu'on risquait ? Parce qu'en 2029, les cours de la bio étaient à la hausse. Ça semblait une bonne affaire. Et de toute façon, notre système avait un peu atteint ses limites, donc c'était vraiment le moment de faire la bascule. Et concrètement, comment il s'est passé ce passage en bio ? Alors, quand je me suis installée en 29, le projet était de passer toutes les cultures en bio. Donc pour ça, il a fallu modifier les rotations, ce qui a été permis par la réduction du cheptel. Ouais, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, Jules. Donc avec moins d'animaux, il y avait moins besoin de fourrage, forcément. Et puis après, on a mis 3 ans de luzerne dans la rotation pour nettoyer les parcelles, fournir de l'azote et recharger le sol en matière organique. Les cultures sont fertilisées avec les déjections d'élevage, donc c'est nickel. En termes de timing, le début des années 2030, c'est vraiment le grand essor de la bio. La ferme, elle a connu des années difficiles, tu vois, au milieu des années 2020, avec des prix rémunérateurs. La ferme a été vraiment tirée d'affaire dès 2032, par là, quand l'obtention du label bio a permis de bénéficier des prix de la bio. Ah bah tiens, justement, voilà Manon qui arrive. Alors là, tu vois, Jules, Manon, elle vient de s'occuper du méthaniseur. Salut tout le monde. Salut. Bonjour. Je te présente Jules, dont je t'ai parlé. Ah oui, salut Jules. Enchanté. Et voilà, mais Jules, il cherche à s'installer et il s'intéresse à notre ferme. Corentin et Lina, ils étaient en train de m'expliquer comment ils se sont installés. Et du coup, et toi ? C'est moi qui ai lancé l'idée de ce méthaniseur. Je me suis installée en 2033, juste après le départ de papa qui a pris sa retraite bien méritée. Ah oui. Bon, à l'époque, il y avait Corentin et Lina qui étaient arrivés quelques années avant moi. Ils avaient terminé la conversion à la bio, la ferme marchait bien. D'accord. Avant d'arriver à la ferme, tu faisais quoi ? Moi, j'ai fait des études d'ingénieur à l'INSA Toulouse. Un de mes premiers boulots à la sortie de mes études, ça a été de m'occuper des transports en commun à Châteauroux. Voilà, je m'occupais des bus verts. Donc toutes les lignes de bus étaient en train de passer soit à l'électrique, soit au biométhane. Bon, j'avais été recrutée là, ça me rapprochait de la famille, mais c'était pas l'intention première. En fait, j'avais pas de projet particulier. Mais quand j'ai commencé à regarder le biométhane, je me suis dit qu'on pouvait faire rouler des bus avec du gaz produit par les agriculteurs du territoire. J'avais tout un réseau d'agriculteurs. On passait des conventions d'achat de biométhane. Je me suis dit, pourquoi ne pas en faire sur la ferme ? Mais du coup, je me pose la question. T'aurais pas pu simplement en parler à Corentin et Lina et les laisser gérer le projet ?
C'est pas si simple, hein. Corentin, lui, il avait autre chose à faire, hein. Ah oui. Ouais, et puis alors Lina était sur les cultures, et pour tout dire, le biogaz, elle n'était pas spécialement pour en fait. Hein, Lina? Oui, on peut le dire, oui. Bon. Et de mon côté, j'avais fait un peu le tour à Châteauroux. Je voyais que la ferme marchait bien, mais ils travaillaient comme des fous. Donc je me suis dit, pourquoi pas m'installer moi aussi, avec un projet de méthanisation. Mon père, lui, il attendait que ça, hein. Mais ça a été compliqué comme choix? Pour tout dire, moi, j'avais jamais envisagé de m'installer sur la ferme familiale. J'avais choisi quand même de faire des études d'ingénieur. Mais pour mon père, voir ses 2 enfants reprendre la ferme familiale, alors là, il était aux anges et super fier, hein. Et puis lui, autant avec le passage en bio, il avait eu du mal, voilà, c'est l'ancienne génération, hein. Autant avec le biogaz, pas de problème. Du coup, ce projet de méthanisation, comment est-ce que tu l'as mis en place? Mon projet d'installation, c'était de monter un méthaniseur collectif. De toute façon, d'emblée, pas question de faire ça juste à l'échelle de la ferme. Ça n'avait pas de sens, on n'avait pas assez de matière, et puis c'était trop compliqué. En revanche, il y avait d'autres agriculteurs intéressés autour. Alors, je suis allée voir des voisins, des tout près, mais des plus loin. Il y en a eu 4 qui ont répondu. 4 fermes, 15 associés au total quand même. Enfin, au début, hein. Bon, on a lancé le projet en 2033 et il a commencé à produire du gaz en 2036. Bon, plus tard, d'autres agriculteurs se sont montrés intéressés. Maintenant, on a 12 fermes qui sont branchées sur le méthaniseur. Et d'ailleurs, tu as devant toi l'ancienne présidente de la SAS Terre Étang Méta. Ouais, pendant 10 ans. Bon, on a décidé que la présidence était un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Alors, je reviens sur la gestion. Concrètement, tout le monde apporte ces matières? C'est ça, du fumier, des cultures intermédiaires, de l'herbe, de la paille, et puis chacun récupère du digestat. Tout le monde participe à l'exploitation, hein. Tout le monde ne fait pas tout, on a des spécialisations, mais on partage l'astreinte. On a des tâches affectées à chacun, on a tout un système pour que chacun s'y retrouve et prenne sa part. Je vais quand même te poser la question, parce que vous avez réussi à combiner bio et méthanisation? Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est contradictoire. Pas du tout. Au départ, avec les 4 fermes, on a appris à utiliser le digestat. Bon, c'est vrai que déjà, même en interne, tout le monde n'était pas convaincu, hein. Avec Lina, ça n'a pas toujours été évident, hein, on va dire. Bon, financièrement, j'avoue, c'était une grosse prise de risque. Ah oui. Ouais, j'ai quand même assez vite vu que récolter les couverts, ça facilitait l'implantation de la culture suivante et qu'on gagnait pas mal en rendement avec le digestat. Oui, que l'épandage était pris en charge par la SAS Méta, donc plus besoin de stocker ni dépendre de fumier, qui part directement dans le digesteur. On a vraiment travaillé sur les synergies entre la bio et la méta. Et puis avec la méta, on a aussi pu donner une valorisation économique au couvert et à la luzerne. Au stock d'herbes abîmées, au surplus d'herbes. Même à la paille. Ouais, enfin bref, à tous les végétaux qui n'étaient pas utilisés. Allô? Allô, oui. Ah oui, excusez-moi, je suis occupé là. Je vous rappelle. C'était le maire, je le rappellerai plus tard. Donc Jules, pour récapituler un peu notre parcours, on peut dire qu'il y a eu 4 phases. D'abord, une phase de transformation subie, 2022-2024. Donc là, on a décapitalisé le troupeau, augmenté la part des céréales. Ensuite, deuxième phase, là on s'est mis à la recherche de systèmes plus économes entre 2025 et 2028, en réduisant les intrants et en ajoutant la luzerne. Ensuite, Lina, le passage à la bio, donc là c'est 2029 à 2032, qui a permis de bénéficier de prix plus attractifs. Et puis enfin, 2033-2036, la mise en place de la méta avec Manon, et qui a permis d'augmenter les rendements en bio et de valoriser économiquement des végétaux qui ne l'étaient pas. Faut que je vous laisse, j'ai une alerte sur le méthaniseur. Je dois y aller. Eh oui, c'est moi qui suis d'astreinte cette semaine. Ça prendra 5 minutes. Attends, Jules, si tu veux venir, c'est l'occasion. Ouais, je veux bien moi en vrai. On peut y aller ensemble si tu veux. Lina, comme ça après je lui ferai faire le tour de la ferme, Jules. Tu viens ? Ouais, allez.
Terre 2050, le podcast.